Atmosphère, atmosphère. Atmosphère, atmosphère. Merci d'être là et merci aux enfants qui sont devant. J'espère qu'ils voient bien. S'il y a des enfants derrière, mettez-les devant. Et on va parler ce soir pendant 20 minutes de notre terre, de notre atmosphère que nous aimons tous. C'est une vieille dame, je l'ai fréquentée pendant des années, j'y ai volé, je l'ai traversée une fois en montant, je l'ai traversée une fois en descendant. Et j'ai développé avec elle une relation d'amour et de respect. Et c'est cette relation que je voulais exposer ce soir. Où nous sommes et peut-être où est-ce que nous allons. Je ne savais pas que 30 ans plus tard, mon rêve deviendrait réalité et que je serais projeté comme ça à Mach 25 au-dessus de l'atmosphère. Mach 25, c'est quoi? C'est un tour de terre en 1h30. 45 minutes au soleil, 45 minutes dans la nuit. À peu près à 450 km au-dessus de vos têtes. Dans un endroit où les étoiles finalement ne scintillent plus. On ne les voit pas forcément plus grosses, mais elles ne scintillent plus. Et moi j'avais décidé de faire ce métier, non pas pour regarder vers les étoiles, mais pour regarder vers la Terre. Et quand j'étais enfant, je m'étais dit, si tu peux regarder la Terre, peut-être que ça va t'amener quelque chose. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors bien sûr, les plus jeunes, pour faire ce métier, étaient très dédiés à sa cause. Et alors il dessinait l'atmosphère énorme, parce qu'il avait tellement de choses à nous expliquer. Et on avait l'impression que l'atmosphère, c'était quelque chose d'extrêmement robuste, d'extrêmement stratosphère. Il y avait la mésosphère, il y avait la thermosphère, il y avait l'exosphère. On avait l'impression que c'était absolument infini. Qui nous protège, elle fait quoi? 100 km d'épaisseur. Et au-dessus, la nuit noire. Vous voyez ce ciel noir qui est au-dessus de nos têtes? Quand je volais autour de la Terre et qu'il faisait jour, je voyais la Terre illuminée, et je regardais le ciel, il était noir aussi. Parce que c'est idiot à dire, mais le ciel est toujours noir, même quand il fait jour. Vous voyez les petits nuages, c'est là où volent les avions, c'est pas beaucoup. 10 km. Et puis, au bout de 100 km, il n'y a plus grand-chose. Et au moment où je pénétrais ces couches vers l'orbite, eh bien, je voyais le ciel qui était un ciel bleu de printemps, un ciel extrêmement clair, soudain devenir bleu foncé, et puis au dernier moment devenir complètement noir. Et ça, c'est une expérience, on a beau savoir que c'est comme ça, quand on la vit, toujours pareil, quand on vit les choses avec ses tripes, peut-être qu'on leur donne quelque part un peu plus de sens. Alors on se retrouve là-haut. Et finalement, ce qui est bleu, c'est plus le ciel. Ce qui est bleu, c'est la terre. Et on regarde cette terre, elle est magique, elle est ronde. Ce qui manque ici ce soir, c'est la perspective, parce qu'elle est ventrue, c'est une belle boule. Elle est majestueuse, elle est sereine, elle est attirante, elle porte la vie, on voit la vie partout. Et puis on voit cette atmosphère qui est quoi? Un tout petit liseré bleu. Et on se dit, mais c'est ça qui nous protège. Mais c'est tellement fragile. Et qu'est-ce qu'on est en train d'en faire? Alors bien sûr, ce soir, l'atmosphère nous gêne pour regarder les étoiles. Alors on profite d'être là-haut pour mieux les regarder. Et je voulais lancer un clin d'œil ce soir au satellite Hubble, qui lui est au-dessus de l'atmosphère, il est plus gêné. Il est à 600 km d'altitude, on peut le rejoindre en navette spatiale, et ce satellite, il a 25 ans aujourd'hui. Et il nous ramène de très belles images. Il y en a une que je voulais partager avec vous pour une raison assez simple. C'est une photo qui a été prise pendant 23 jours d'exposition. On l'appelle le champ profond. On a pris la partie la plus noire du ciel, et on a pris une surface qui est à peu près grande comme le chat d'une aiguille que vous pourriez tenir à portée de main. Imaginez le chat d'une aiguille, vous regardez au travers, vous avez la taille comparée par rapport à la Lune, c'est le tout petit carré qu'on voit à côté de la Lune. Et photo suivante. Et dans tout ce petit carré, en exposant pendant 23 jours, voilà ce qu'on voit. On voit les objets les plus lointains de l'univers. On voit que dans un tout petit espace, il y a encore des milliards et des milliards d'étoiles. Il y a encore des centaines et des centaines de galaxies. Ces galaxies sont à 13 milliards d'années-lumière. Elles sont au fin fond de l'univers. Et si j'ai mis ces photos, c'est pour vous dire une chose qui est assez saisissante. Ça paraît très loin tout ça. On n'a pas aujourd'hui les technologies pour aller là-bas. Mais si vous relisez Carl Sagan, et les plus jeunes, je vous incite à le lire, c'est un grand scientifique américain qui a fait beaucoup de vulgarisation sur l'espace. Il a calculé que si on avait les technologies, et si on avait un moteur qui accélérait à 1G, c'est-à-dire la même accélération que celle qu'on a maintenant. Là, je suis sur le sol, je suis écrasé par une force de 1G. Eh bien, si j'étais dans une fusée, on n'a pas la technologie, pour l'instant. Mais si j'étais dans une fusée qui me propulse avec la même accélération, je pourrais me tenir droit, comme ça, discuter, mais j'arriverais tellement
proche de la vitesse de la lumière que je commencerai à décaler mon temps propre. Vous savez, le paradoxe des jumeaux de Langevin. Je vais très vite, donc je vieillis moins vite. Eh bien, avec cette technologie, si elles existaient, sous un G, l'homme pourrait voyager au fin fond de l'univers. Au bout de 20 ans de voyage, il serait à la limite de notre propre galaxie. Au bout d'une vie, il serait au fin fond de l'univers. Alors bien sûr, ce serait sa vie à lui dans le vaisseau. Le monde aurait vieilli pendant ce temps-là de 13 milliards d'années. Finalement, ce qui nous sépare de ce monde, c'est pas la distance, c'est le temps. Alors moi, j'étais pas si loin. J'étais à 450 km. Et là, finalement, je réalisais que j'avais perdu toute protection. Les ultraviolets sont très forts. Il n'y a plus la couche d'ozone qui est sous nos pieds maintenant. J'étais exposé à des ultraviolets très, très forts. Presque plus de particules. Quelques petites particules, presque plus de particules. Un vide plus puissant que celui qu'on peut avoir dans les laboratoires terrestres. Des températures extrêmes. Au soleil, si je touche une partie qui est exposée au soleil, plus 150 degrés. À l'ombre, moins 150 degrés. Mais sur Terre, grâce à l'effet de serre, la chaleur est gardée. 50% à peu près de la chaleur que nous envoie le soleil est gardée. Et il fait une bonne température. S'il n'y avait pas d'effet de serre d'ailleurs sur Terre, il ferait moins 18 degrés. Mais là-haut, il fait très froid. Et puis, j'ai pris d'autres photos. Des photos, toutes ces photos viennent de mon vol. J'ai pris par exemple des photos d'aurores australes. C'était en fait des aurores boréales. Et les aurores boréales, elles nous expliquent aussi que l'atmosphère nous protège. Parce que les aurores boréales, c'est le vent solaire qui est prisonnier du champ magnétique terrestre. Et vous savez que le champ magnétique terrestre nous protège de la plupart des particules. Deuxième photo. Donc finalement, cette atmosphère, et au-delà de l'atmosphère gazeuse, la magnétosphère nous protège. Photo suivante. Et puis j'ai pris d'autres photos encore. Je vous livre celle-ci. Elle est prise dans le grand nord du Canada. C'est le cratère du Manicouagan. C'est intéressant ce cratère. C'est un cratère d'impact. C'est-à-dire un jour un astéroïde s'est écrasé sur Terre. C'était il y a 200 millions d'années. Oh, vous en connaissez d'autres. Il y a 65 millions d'années. Il y en a, alors celui-ci, il faisait à peu près 3,5 km de diamètre. Il y a 65 millions d'années, il faisait un peu plus, une dizaine de kilomètres de diamètre. C'était la fin des dinosaures. Il n'y a pas eu que la fin des dinosaures. Des extinctions de masse, il y en a eu plusieurs. Elles sont liées à beaucoup de choses, mais parfois à des astéroïdes qui ont touché la Terre. Et cette probabilité, aujourd'hui, n'est pas nulle. Je lisais dans la dépêche ce matin, un habitant dans le Gers qui a vu passer une boule de feu, je crois, hier soir. La probabilité n'est pas nulle. Quand j'étais astronaute, je voyais passer sous mes pieds des étoiles filantes. Et oui, les objets de moins de 10 mètres de diamètre sont détruits quand ils pénètrent dans l'atmosphère. Entre 10 et 100 mètres, ça peut faire mal. Il y en a un tous les 100 ans. Le dernier, 1908, en Russie, le cratère du Tunguska. Ça peut détruire une ville, ça peut faire un tsunami. Entre 100 et 1 km, c'est beaucoup plus embêtant. On ne les connaît pas bien. On en connaît 20-30%. On pense qu'ils sont à peu près 5000, comme ça, astéroïdes. On les appelle des géocroiseurs, à tourner autour de nous. Et là, ça peut être plusieurs centaines de millions de morts sur la Terre. Alors, on se dit, tiens, peut-être que l'espace, ça peut servir aussi à nous protéger. Parce que l'atmosphère, elle, ne nous protégera pas. On a mis au point des missions, et en 2020, on devrait lancer une mission, un grand projet qui s'appelle AIDA, qui va aller lancer un impacteur qui va impacter un astéroïde de 170 mètres de diamètre pour mesurer la déviation de sa trajectoire et voir si on est capable, parce que Armageddon, c'était un film, dans la réalité, on n'est pas capable, les plus jeunes, pour l'instant. Bruce Willis, c'est un acteur. Mais si ça arrivait, il faudrait bien le faire. Donc on va le faire et on va mesurer la déviation de la trajectoire. D'abord, il faut les connaître, ces objets, ces géocroiseurs. Alors, il y a une association aux États-Unis qui s'appelle B612. Ça vous dit quelque chose? B612, c'était l'astéroïde du Petit Prince. Vous vous rappelez? J'ai mis le badge de ma mission dans l'espace. J'avais pris ça comme symbole, le Petit Prince. Bien, il y a une association qui s'appelle B612 qui est en train de financer un satellite comme Hubble, mais infrarouge, qui va regarder ces géocroiseurs et qui va nous permettre de les identifier avant qu'ils impactent la Terre. Moi, je trouve ça très intéressant. Alors, quand on est là-haut, qu'est-ce qu'on voit encore? Alors là, vous allez reconnaître, c'est facile, la Provence.
les Alpes, vous voyez l'Italie, la Corse en bas, une belle photo. 450 km de hauteur, l'atmosphère au fond. Vous voyez la Provence, un jour de Mistral, dégagé par les vents dominants, il fait beau. Mais regardez la plaine d'Italie, la plaine du Pô. Ah oui, c'est la plaine industrielle italienne. Elle est pleine, en fait, de pollution. Et cette pollution, eh bien, j'étais capable de la voir. C'est une pollution qui se voit. Par exemple, quand je survolais l'Inde, quand je survolais la Chine, je voyais des grands nuages de pollution qui étaient comme ça balayés par les vents dominants et emmenés jusque sur la côte ouest des États-Unis. C'est inquiétant quand on voit cette petite couche d'atmosphère et qu'on voit à quel point on est capable de la polluer. Et puis il y a des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, demain on les verra. Par exemple, le dioxyde de carbone. Vous vous souvenez, on le mesure en parties par million, peu importe le chiffre. Regardez la courbe. Elle s'étale sur plusieurs centaines de milliers d'années. On fait des carottages dans les glaces, Groenland, Antarctique, et on est capable de retrouver l'atmosphère depuis des centaines de milliers d'années. Et on est capable de regarder la concentration en dioxyde de carbone. Elle n'a jamais dépassé 280. Et depuis le début de l'ère industrielle, elle est montée de 280 aujourd'hui à 400. Et si on ne fait rien demain, à 700. Alors on a envoyé des satellites qui regardent en fait. Mais les satellites ne sont pas bien au point. Donc voilà une simulation par ordinateur qui vous montre, depuis le début de l'ère industrielle, la température sur Terre. Ah, j'aurais voulu lancer l'autre, c'est pas grave, on va regarder celle-ci. Regardez l'évolution de la température sur Terre depuis le début de l'ère industrielle. Plus c'est jaune, plus c'est chaud. Il y a quelque chose qui va vous apparaître tout d'un coup, c'est que c'est de plus en plus chaud et c'est de plus en plus vite. C'est-à-dire que la chaleur augmente de plus en plus vite. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'était l'oxyde de carbone dans l'atmosphère. L'homme ne peut pas voir, donc il faut bien faire appel aux satellites, et c'est toute la beauté des satellites en orbite autour de la Terre, c'est qu'ils nous permettent de tout voir. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est sur un an. Pendant un an, regardez en bas à gauche, il y a un petit compteur. Vous voyez, on est en janvier. Et en janvier, qu'est-ce qu'on voit? On voit la production d'oxyde de carbone qui part principalement des États-Unis, de l'Europe et beaucoup de la Chine. Alors, bien sûr, on n'est pas les seuls à produire de l'oxyde de carbone. Il y a aussi la nature, les déchets organiques. Nous, on en produit à peu près 6 milliards, la nature 110 milliards. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on en rajoute un peu plus dans l'atmosphère, un peu plus chaque fois. Et si on avait des yeux qui étaient capables en orbite de voir l'oxyde de carbone, eh bien voilà ce qu'on verrait. On arrive au mois de mars, ça commence à être inquiétant. Mais vous allez voir, au printemps, la nature reprend ses droits. Et oui, la nature est là, elle est belle, elle a absorbé tout cet oxyde de carbone. Donc là, vous voyez, à partir du mois d'avril, on va commencer, mai, juin, on va commencer à voir l'oxyde de carbone disparaître. Alors, il n'y a pas que l'oxyde de carbone comme gaz à effet de serre, il y en a d'autres, il y a le protoxyde d'azote avec les engrais azotés. Mais enfin, celui-ci, c'est le principal. Voilà. Donc, on avance dans l'année, de plus en plus, et la nature va commencer à absorber. Le problème, c'est que chaque année, la nature essaie d'en absorber un petit peu. Mais nous, chaque année, on en rajoute encore un petit peu. Enfin, un petit peu. 6 milliards de tonnes. Alors, au bout d'un moment, la concentration augmente, augmente, augmente. Et si on pouvait voir, alors là, on se dit, tout va bien, la nature a repris ses droits. Effectivement, elle est capable d'en prendre une certaine partie. On voit en bas un deuxième phénomène. Ce sont les forêts qui brûlent. Vous voyez sur l'Amérique du Sud, sur l'Afrique du Sud, vous voyez différentes volutes. Là, c'est 2 milliards de tonnes par an de forêts qui brûlent. Et pareil, qui viennent se rajouter à une atmosphère qui n'en peut plus, qui n'est plus capable d'absorber ce dioxyde de carbone. Etc. Et chaque année passe comme ça. Il y a un satellite, là, depuis peu, qui permet de voir le dioxyde de carbone. Mais je suis là pour une bonne raison. C'est que moi, quand je suis allé là-haut, j'ai pris conscience de choses que je croyais savoir, que ma tête savait, mais que mon cœur ne savait pas. Et vous savez, on est ce soir devant le grand balcon où dormait Saint-Exupéry. On parlait du Petit Prince tout à l'heure. Et je vous rappelle cette phrase, on ne voit bien qu'avec le cœur. Parce qu'on a beau savoir les choses, finalement, on aime bien aussi les ignorer. L'homme a une capacité de déni extraordinaire. Moi, depuis que je suis rentré de l'espace, quand je vois la Terre, je la vois jamais plate. Il y a des gens, ils la voient plate, infinie. Alors il y a de l'air comme ça, jusque des kilomètres et des kilomètres. Moi, quand je marche sur la Terre, je la vois ronde. J'ai l'impression de marcher sur une boule. Et quand j'étais là-haut, finalement dans un petit vaisseau spatial, mon scaphandre, c'était un vaisseau spatial,
je me retournais, je voyais la Terre, je disais mais la Terre, mais bon sang, mais c'est bien sûr, la Terre, c'est un vaisseau spatial, celui qu'on nous a donné à la naissance. Alors sur ce vaisseau spatial, il y a des tas de choses à faire, comme par exemple diminuer l'énergie, diminuer la pollution lumineuse, ça nous aiderait ce soir pour regarder les étoiles si on pouvait éteindre ces lampadaires par exemple. La pollution lumineuse, vous la voyez ici, vue depuis l'espace. 85% de ce que vous voyez là, en fait, vient des énergies fossiles. On se souviendra de nous comme les générations qui ont en fait pris toutes les énergies fossiles qu'il y avait sur Terre. En 6 générations, on a déjà pris la moitié. Ça nous appelle aussi une autre réflexion, c'est que dans les efforts qu'il va falloir faire, regardez qui doit faire des efforts, principalement les pays riches, parce que ne croyez pas que les gens vivent là où il y a de la lumière. Là où il y a de la lumière, vivent les gens riches, ceux qui peuvent en fait s'éclairer. Et c'est pour ça que le défi, ça va être de diminuer par 2 notre production d'oxyde de carbone sur Terre. Mais si on veut laisser les pays pauvres s'émanciper, en fait, nos pays riches, il va falloir qu'on la diminue par 4. C'est ce qu'on appelle le facteur 4. J'ai parlé, j'ai beaucoup parlé. J'espère avoir partagé quelques émotions avec vous. Encore une fois, je crois que mon message, c'était il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on a appris avec son professeur des écoles, et puis il y a ce qu'on a vraiment compris. Et si on avait vraiment compris les choses, je pense qu'on ne vivrait pas comme on vit aujourd'hui. Alors, je vais m'éclipser. Je voulais vous remercier d'être venus d'abord si nombreux, puis de m'avoir écouté avec autant d'attention. Et puis, je vais laisser place à une vidéo qui a été tournée par un équipage que je connais bien, un de mes amis, Don Petit, qui a fait ces images merveilleuses. Si vous ne les connaissez pas, elles sont sur YouTube. De la Terre vue depuis la Station Spatiale Internationale, des images qui sont prises un petit peu à l'accéléré. La vidéo dure 5 minutes. Profitez-en,